Vous m'entendez bien? Cool. Merci. Je suis très content d'être là pour plusieurs raisons, dont une, en fait, c'est ma première conf à Rennes. Et c'est la première fois que je fais une conf et je suis à moins d'1 kilomètre pour venir, donc je suis très content. Voilà. Je suis ravi d'être à Rennes parce que ça fait 1 an et demi que j'habite à Rennes. Avant, je suis un ancien Parisien. Et voilà. Voilà, les gens qui viennent. On va commencer cette conf-là et moi j'aime bien savoir avec qui je parle. Donc j'aimerais bien savoir si globalement il y a des gens dans la salle, levez la main si vous faites partie, qui ont un nom genre design dans leur intitulé de poste. Ok, peu de gens. Des développeurs? Ok, cool. Des gens qui ont un mot coach quelque part? Ok. Des gens qui ont le mot product? Ok. Des gens qui ont le nom projet? Cool. Des gens qui ont le nom product, mais en fait c'est du projet? Non, non, pas maintenant, pas maintenant. Ok. Est-ce qu'il y a des managers aussi? Cool. Bon. Eh ben on va commencer sur le Discovery est mort, vive le Discovery. Avant toute chose, hop. Est-ce que ça avance? Oh, toujours les sponsors, donc merci à eux pour organiser cet événement et merci aux organisateurs. Moi, qui globalement je suis quelqu'un qui vient plutôt d'un environnement de start-up de base. J'ai été cofondateur pendant 7 ans. Après, j'ai rejoint d'autres organisations et j'ai essayé des manières différentes de faire les choses. Et depuis 2001, je travaille dans une boîte qui s'appelle 2021, je travaille dans une boîte qui s'appelle The Tribe et j'accompagne des organisations à appliquer des méthodes efficaces. On va utiliser ce mot-là. Qui connaît le terme discovery dans la salle? Allez, levez les mains. Ok. Donc il y a des gens qui vont découvrir en même temps, super. Qui l'appliquent au quotidien comme il faut? Cool, ça marche, personne n'a levé la main. Et ben moi je vais vous raconter l'histoire d'un product, de quelqu'un qui fait du produit. En fait, cette personne, elle va se renseigner sur l'évolution de son métier. Elle va commencer à lire des super bouquins comme Inspired et Empower de Marty Kagan. Elle va commencer à apprendre plein d'informations. Il faut avoir une team de mercenaires et pas de missionnaires. Il va falloir travailler ensemble. Il faut faire des produits que les gens vont aimer. Ensuite, il va commencer à se renseigner aussi. Il va aller à des meet-up ou des conférences comme d'ailleurs aujourd'hui. Il va entendre parler de nouvelles façons de faire. Il faut faire du discovery. Il va écouter aussi des rediffusions, des webinaires. On va lui dire il faut être data-driven dans la vie, il faut pouvoir faire discovery discipline. Voilà, à un moment c'était à la mode il n'y a pas longtemps. Il va falloir implémenter tout ça dans son organisation. Il faut penser aux utilisateurs, faire des tests utilisateurs. Il va lire des newsletters où on va lui parler de comment on va faire des product-led growth, comment on va appliquer cette méthode. Ensuite, il va aller au Meetup French Produit où chacun va lui faire des retours d'expérience sur comment on met ça en place. Il va aller sur Clé de voûte des podcasts où chacun va exposer ses succès qu'il a à chaque fois sur comment il a fait passer une boîte de 10 millions à 50 millions en scalant une équipe produit et en organisation. Et à la fin, il revient dans son quotidien et il déprime. Ça vous parle ça? Globalement, il arrive dans son organisation et il se dit mais pourquoi moi je fais pas tout ça? Pourquoi je fais pas un seul test utilisateur? J'arrive pas à parler avec les gens au quotidien. Moi, mon problème, c'est d'expliquer. Dès que je parle à un commercial, il me demande mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui arrive? Enfin, pourquoi tu veux parler avec des utilisateurs? Enfin, ça sert à rien. Moi, je leur parle déjà aux utilisateurs. En plus, moi, j'ai des problèmes parce que je m'embrouille avec mes devs. Comment tu veux que je mette ça en place? Et on va arriver à peu près dans un énervement. Même on va se poser la question de se dire est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs? Alors, spoiler alerte, non. Il y a très peu d'organisations qui font ça. On oublie de le dire dans toute la littérature, mais le discovery dans l'état de l'art ou la manière de faire de la culture produit dans l'état de l'art n'existe pas dans les organisations. Maintenant, on va passer à comment on pourrait faire des choses par rapport à ça. Hop, c'est pas très pratique ça. Déjà, on va revenir à la base en fait. Comment les deux sont nés? Comment ça fonctionne, comment on a pu arriver à delivery et discovery, ces deux méthodes-là. Moi, je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un qui, tout simplement, je vais devoir trouver un moyen de me mettre comme ça, qui vend des machines à laver.
Imaginons, je vends des machines à laver dans ma vie. Donc c'est cool de vendre des machines à laver. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà travaillé sur un produit physique? Cool. Top. Donc peut-être que ça va vous parler, vous pourrez confirmer ou non. Mais globalement, quand je travaille sur un produit physique, comme une machine à laver, eh ben, il y a une courbe. Et cette courbe me dit que, ça va commencer à être un peu embêtant, hein, que pour rester compétitif, je dois proposer régulièrement des innovations. Donc, quand je parle d'innovation, je me dis, au début, je lance un produit, je l'introduis sur un marché, il va être en phase de croissance, il va arriver à une stade de maturité, et à la fin, ça va décliner. Ça, ce sont les produits classiques. Pour rester compétitif, je vais lancer des nouvelles innovations. Qu'est-ce qu'il y a comme innovation sur les machines à laver? Vous avez des choses comme l'éco-bubble, faire une machine à laver qui fait 2 en 1, sèche-linge, la machine à laver, qui va laver plus blanc que blanc, ou qui va faire aussi utiliser pas de lessive, tout ça. Mais par contre, c'est des innovations que je peux proposer, mais pour arriver à ça, je vais devoir faire une phase de production. Lancer un produit physique, ça demande des investissements. Cette phase de production égale, je vais assembler des pièces, je vais les mettre ensemble, je vais les mettre sur le marché, enfin, je vais commencer à les industrialiser, je vais faire tout ça. OK. À ce moment-là, une fois que je les ai mises sur le marché, enfin, que je les ai lancées et fabriquées, il faut savoir que ce ne sont pas des petits coûts, tout ça. Lancer une machine à laver, ça coûte à peu près 50 millions d'euros pour lancer une nouvelle type de machine à laver. C'est un coût colossal. À titre d'information, si vous lancez un hélicoptère, 500 millions. Voilà, mais faites-en ce que vous avez. Hop. Donc, on arrive à ce coût assez important d'investissement. Mais en fait, je vais devoir estimer le retour sur investissement pour me dire, est-ce que le coût de production vaut la peine? Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait dans l'industrie? On rajoute une phase de recherche. Cette phase de recherche, pour ceux qui ont déjà été sur un produit physique, elle est très importante parce qu'on n'a pas envie de se planter quand on lance un produit physique. Et donc, dans cette phase de recherche, on va rajouter des choses comme des études de marché, analyse de la concurrence, on va parler des entretiens qualitatifs, des enquêtes de terrain, on va faire des retours utilisateurs, on va faire des sondages qualitatifs et quantitatifs, des retours d'utilisation. Donc, spoiler alert, dans la phase de recherche, vous avez normalement un nom qui existe pour ça, parce que ça existe depuis au moins 1945, et ce nom c'est, si quelqu'un l'a, chef de produit. À droite, nous avons une phase de production, et normalement, la personne qui gère tout ça est un chef de projet. Et ça existe depuis très longtemps. C'est des métiers séparés à l'époque. Qu'est-ce que ça apporte en fait d'avoir ces deux modes-là? Quand on est dans le delivery, donc dans le chef de projet, on va parler beaucoup de planification, d'organisation, d'anticipation des risques, de gestion des ressources et du budget, de là où on va investir l'argent, d'optimisation et d'exécution. En mode chef de projet, on cherche à produire le plus rapidement possible au moindre coût. Par contre, quand on est dans une phase de discovery, on va plutôt être à l'écoute du marché, on va essayer de construire une vision, j'en ai entendu parler plusieurs fois ce matin, on va lancer le produit, on va s'adapter en fonction des retours qu'on a et on va analyser l'impact. Et ça, ce sont les deux métiers, delivery et discovery, si on doit résumer les forces complémentaires que ça apporte. Mais il y a un problème, parce que vous allez me dire, c'est pas ce qui se passe dans mon quotidien. Pourtant, ça, vous allez chez Seb, chez Tefal, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, et ça existe très fortement. Faire des tests utilisateurs et être au contact des utilisateurs, de faire des focus group, vous le trouverez là-bas. Pourtant, dans le quotidien, on ne le trouve pas, nous. Parce qu'en fait, quand le digital est arrivé, on s'est un peu emmêlé les pinceaux. En fait, on est arrivé dans un système où avant le coût de production était immense et là le coût de production a drastiquement baissé. On est passé de quelque chose où mettre entre les mains des utilisateurs avait un coût important à quelque chose où on l'a réduit énormément. Et dans ce changement de paradigme, on a eu deux approches de conception qui ont commencé à naître. Une première, on a gardé cette phase de recherche et on ne s'est pas posé la question. Une autre, où en fait, en face, on a inventé un super truc qui s'appelle l'agilité et qui nous permet de découper en plusieurs lots des phases de production.
Et on s'est rendu compte qu'en fait, là où avant la phase de recherche représentait à peu près 10% des coûts, cette phase de recherche était beaucoup plus importante que la phase de réalisation en petits lots. Et on a commencé à se questionner sur ces méthodes. Donc deux approches. Une approche où on continue à garder cette phase de recherche telle qu'elle, et une autre où on met complètement de côté cette phase de recherche et on va directement dans la phase de production. Hop. Et ça a donné des tragédies, tout ça. Des grandes tragédies. Alors, désolé, ça m'est arrivé dans une conf de parler d'une des tragédies que je vais vous exposer, et quelqu'un m'a dit « j'ai travaillé sur ce projet », donc désolé si vous avez travaillé sur un de ces projets-là. Voilà. Tout simplement, tragédie du delivery, on se lance bille en tête et on se dit qu'il y a quelque chose à faire. On a des scandales à 300 millions d'euros, 500 millions d'euros. On investit des sommes colossales, on se met en ligne de mire et on développe. On développe petit incrément. Mais le problème, c'est qu'on met énormément de temps à le sortir et à la fin, quand ça sort en prod, personne l'utilise, c'est formidable. Vous avez des équipes qui sont proches du burn-out et qui ont envie de se barrer. Vous avez travaillé très longtemps dessus. Au pire, le projet s'est arrêté d'ailleurs. Est-ce que quelqu'un a déjà été sur un projet, quand il est sorti, le néant total? On a travaillé 1 an dessus, quand il sort, personne ne l'a utilisé. Est-ce que ça arrivait à quelqu'un dans la salle? Ok. C'est frustrant. Hein. Moi, c'était très frustrant. Donc, il y a cette partie-là. Et pire encore, est-ce que ça vous est déjà arrivé de travailler sur un projet pendant 2 ans, et d'un jour, du jour au lendemain, quelqu'un arrive et dit bah écoute, c'est bien sympa, mais on arrête le projet. Ça arrive à quelqu'un dans la salle? Ok. Il y a beaucoup de traumatisme par là. Force à toi. Qu'est-ce qui se passe quand on est en tragédie du discovery? En fait, quand on est trop en discovery et on fait cette grande phase, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il n'y a juste rien qui sort. Strictement rien. Qu'est-ce que ça veut dire, rien? Ça veut dire qu'on va faire des études de marché. Le marketing va faire des études de marché pendant au moins 3 mois. Va se dire, tiens, il y a un potentiel à faire avec ce projet-là. Elle va voir le codir. Le codir lui dit, attends, on attend, on attend, on attend. Un jour, il décide de se lancer. Mine de rien, 1 an plus tard, il y a déjà une start-up qui est arrivée sur le marché et qui a levé 10 millions d'euros sur ce potentiel-là. On parle de personnes qui font des personas dans leur coin, qui les travaillent pendant 6 mois. Ils mettent 6 mois à les sortir. Une fois que ça sort, personne ne l'utilise dans le quotidien. On écrit dans les user stories en tant que le nom du persona, mais on oublie un petit peu au fur et à mesure. On ne parle pas des besoins du persona. Ou pire encore, la data. La data fait des grands dashboards de 1 km de long pour essayer de prendre des décisions. Personne n'utilise au quotidien parce qu'en fait, ils font des usines à gaz en termes de tableaux. Et au final, toutes ces informations qui sont du discovery ne sont pas utilisées au quotidien. Donc si on résume, en fait, le discovery, qu'est-ce que c'est? Le discovery, c'est estimer le retour sur investissement d'une innovation avant la production. Ça veut dire qu'on va se poser des questions pour estimer combien cette fonctionnalité va nous rapporter. Et notre but, ça va être soit de minimiser l'effort, soit d'augmenter la valeur que ça va produire. On va... Hop. Ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a l'arrivée du digital, donc on a un temps pour aller au marché beaucoup plus rapide, mais en face, on ne s'adapte pas, ce qui donne des méthodes de discovery qui sont contre-productives en termes de retour sur investissement. On a l'abandon des méthodes, et du coup, on a une multiplication des échecs. Ce qui fait qu'en fait, ces échecs se multiplient et on passe de plus en plus de temps à travailler sur des produits qui ne vont pas sortir ou développer des fonctionnalités qui ne vont pas être utilisées. En fait, il faut changer cette approche. Donc si on doit changer cette approche, déjà, il faut se dire un truc. Cette méthode de discovery, c'est un peu comme si on pouvait dire, désolé pour cet happening qui ne marche pas avec la télécommande, hop là. Et ça ne marche pas le son, c'est formidable. C'était le... Donc le dernier jour du disco pour ceux qui savent, donc voilà. Donc il faut réinventer tout ça.
Maintenant, il faut se dire comment on va allier le meilleur des deux mondes. Parce qu'en fait, on a d'un côté quelque chose qui nous permet d'anticiper les risques et de prévoir, en fait, de prévoir le retour sur investissement de ce qu'on va faire. D'un côté, on a quelque chose de très planifié. Mais aujourd'hui, la plupart du temps, ces métiers sont complètement séparés. Même dans certaines boîtes, on a les équipes de prod et de développement séparées du marketing, séparées des commerciaux qui vont lancer et qui vont juste développer et pas essayer d'apprendre du retour du terrain. L'environnement ne le permet pas souvent. Ce que je vais essayer d'apporter avec cette presse, c'est des exemples concrets de comment on peut le mettre en place dans son périmètre, dans le quotidien. Mais avant tout, je vais vous parler de philosophie. Parce que l'objectif qu'on va avoir, c'est de passer d'un mode où on se trouve recherche, production, 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 à un mode où on va rentrer dans recherche, production, recherche, production, recherche, production, recherche, production. En fait, on va devoir entrer dans un mode où on fait et en même temps on apprend. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de démarche empirique. On est complètement là-dedans. On fait quelque chose, on apprend en faisant. Et pour ça, on va devoir générer des retours. On parle de boucles de feedback. Et il y a plein de manières de générer des boucles de feedback. Mais avant tout, de passer là-dedans, il va falloir remettre un peu quand ça va intervenir ce choix-là. Alors, on a tendance à penser que ce choix-là arrive quand on lance un nouveau produit. C'est complètement faux. Quand on lance un nouveau produit, c'est le pire moment de faire une démarche où on fait discovery et on va délivrer quelque chose, apprendre de ça. On peut le faire, mais on ne doit pas faire de dev. Par contre, ça marche quand on lance une nouvelle fonctionnalité, bien entendu. Quand on lance une nouvelle application, ça marche aussi. Mais il faut se mettre dans un mode minimaliste. Quand on automatise un process existant, quand on va réorganiser, refondre du code, quand on va optimiser un tunnel de conversion et quand on va stabiliser ou améliorer les performances d'une app. Globalement, pour savoir à peu près, vous, autour de vous, enfin, qui travaille sur un projet où l'objectif se trouve ici? Levez la main pour voir après. OK. Donc, souvent, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va prendre le bon choix en fonction des enjeux déjà. On parle souvent de faire du produit ou faire du discovery. Mais en fait, est-ce qu'on le fait dans le bon moment? À des moments, on peut prendre beaucoup de temps, mais en fait, ça va servir à rien. Alors, on va se poser une question. La question, c'est la suivante. En fait, à quel point il y a de la complexité dans les interactions du produit que je vais utiliser? Imaginons, vous avez plein d'interlocuteurs, plein d'API à utiliser. Dans ce cas-là, vous avez une complexité d'interaction élevée. Vous avez un seul client qui utilise la plateforme et vous pouvez y accéder facilement et en parler avec lui. Vous avez une interaction simple. C'est fait pour une seule personne. Souvent, quand on travaille dans des plus grosses structures, on a plutôt pas mal de grandes interactions. Et on va prendre autre chose, à quel point nous, on maîtrise la technologie. Maîtriser la technologie, ça veut dire à quel point on se sent confiant sur l'estimation. OK. Qui a déjà fait une estimation? Qui a l'habitude d'avoir des estimations qui tombent pile poil? Faites-moi des applaudissements si vous voulez. Si. OK. Quelqu'un? OK. Je crois qu'il n'y a personne. Si quelqu'un a cette méthode-là de savoir comment bien estimer et maîtriser la technologie, écrivez un livre, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont l'acheter. Parce que globalement, c'est un des enjeux qu'on a. Donc en tout cas, maîtrise de la technologie égale, on sait planifier à quel point on va faire une évolution et on sait quand elle va sortir. Si on la maîtrise bien, c'est tranquille. Si on ne la maîtrise pas du tout, on est dans un environnement beaucoup plus complexe. Ce qui donne cette matrice-là, peut-être certains d'entre vous la connaissent déjà, mais on est sur prérequis, on est sur les interactions, et on est sur la partie technologie, à quel point on le maîtrise. Tout simplement, il faut se dire que si on est dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas avec beaucoup d'interactions, on est dans quelque chose d'anarchique. Si on est dans quelque chose qu'on maîtrise énormément et où il y a peu d'interactions, on est dans quelque chose de simple. À partir de là, si on est en simple, appliquons un mode projet, ne nous prenons pas la tête et c'est OK, appliquons ça bien. Par contre, si on est en mode anarchique, tout à l'heure Alexandre Boutin en a parlé, eh ben, il y a de l'incertitude, il y a énormément d'incertitude. Et donc on va devoir se mettre en mode produit. Et ce mode produit va nous permettre de
dérisquer pas mal de choses pour savoir ce qu'on va devoir faire en mode projet. Donc en fait, on va devoir alimenter les deux, faire en sorte que les deux arrivent à bien s'alimenter l'un et l'autre. Moi, j'appelle ça la méthode de l'artichaut. Qu'est-ce que c'est la méthode de l'artichaut? Qu'est-ce qui est le meilleur dans l'artichaut? Le cœur, exactement. Pourtant, l'artichaut, ça représente quand même 10% de l'artichaut en tant que tel, le cœur en tout cas. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec les méthodes de l'artichaut? Eh bien, l'artichaut, c'est ce commercial qui revient d'un rendez-vous client, qui vient vous voir et qui vous dit « Écoute, je sais que tu travailles depuis 6 mois sur ce projet-là, mais j'ai une idée. J'ai parlé avec un client et je sais ce qu'il faut faire. » Alors que le projet est déjà lancé depuis un petit moment. Il vient vous voir et il vous déballe toutes les solutions qu'il a en tête. Toutes les solutions qu'il veut réaliser. Et bien, souvent, on arrive dans la méthode de l'artichaut à vous ou vous-même, ou les gens avec qui vous travaillez, sur le produit fini, l'idéal que les gens veulent dans 5-10 ans. Et cet idéal que les gens veulent dans 5-10 ans, bah globalement, il ne faut pas le faire. Il faut arrêter de faire ce genre de choses-là. Parce qu'en fait, on sait que quand on commence à faire ça, on rentre dans un tunnel infini et à la fin, ça foire. On se perd là-dedans. Donc on décortique, on tire des feuilles, on va creuser un peu plus ce que les clients et le business veulent que vous fassiez. On va essayer de comprendre les bénéfices que ça apporte. On va aller sur des idées qui ont le plus d'impact, celles qui peuvent apporter plus de valeur, et on va essayer de se recentrer sur le problème, le vrai problème qu'on doit résoudre. Et donc ça, c'est un exercice. Parce qu'en fait, globalement, vous allez souvent avoir des gens qui vont vous apporter des projets avec des fonctionnalités. La première des choses qu'il faut faire, c'est de les questionner. Je ne sais pas si vous voyez l'analogie. Quelqu'un connaît le cercle doré de Simon Sinek? Est-ce que ça parle à quelqu'un? Ok. Globalement, l'artichaut, c'est ça. C'est en fait, vous avez la surface, le quoi, de quoi les gens veulent parler. Ensuite, on va creuser, on va parler du comment, et l'important, c'est de parler du pourquoi. Parce que personne ne pose cette question-là la plupart du temps. Donc on arrive avec la fonctionnalité, il faut faire ça. Ah mais non, il ne faut pas faire ça. Non, bah ok, on va creuser ensemble pourquoi c'est important. Ça passe par plein de questionnements, et ça passe par un truc important, de se mettre en adéquation et de se mettre en collaboration avec la personne qui vient avec nous avec cette demande-là. De ne pas lui arriver en disant « Non, arrête, ne fais pas ça. Viens, on va essayer de comprendre. Laisse-moi essayer de comprendre ton quotidien. » Ok, on a la méthode de l'artichaut, donc là, on va essayer de revenir au cœur du problème. Pourquoi on avait ce problème-là initialement? Et maintenant, on va essayer de rendre simple quelque chose de complexe. Je vous l'ai dit, le mode projet, c'est adapté quand on maîtrise très bien les choses et c'est simple et simple. Quand c'est chaotique, ce qui représente plutôt les projets assez ambitieux, on est dans un mode produit. Donc, on va essayer d'aller de quelque chose de complexe à quelque chose de simple, ce qu'on va appeler de la simplexité. Et pour ça, on va déjà se focaliser sur la valeur que le projet apporte en tant que tel. Méthode de l'artichaut, c'est ce que je vous ai dit à l'instant. On va aller sur prioriser différemment et définir le strict minimum. Je vous ai parlé du 5-10 ans. Et ben nous, on va chercher un mode un peu extrême pour diminuer le temps pour aller en production. Pourquoi on va diminuer ce temps pour aller en production? Parce que ça va nous permettre du coup de mettre en production et dans les mains des utilisateurs rapidement. Pour créer une première boucle de feedback, on va devoir mesurer l'impact et générer des apprentissages. Une fois qu'on a mis entre les mains des utilisateurs, c'est là où la fonctionnalité commence. Tout ce que vous avez fait avant ne sert strictement à rien tant que ce n'est pas mis dans les mains des utilisateurs. Une vraie fonctionnalité commence à ce moment-là. Des gens utilisent une fonctionnalité, ils ont des retours à vous faire. Et plus vous avez passé de temps avant à essayer de construire le produit parfait pour eux, moins vous serez à même de la remettre en cause, cette fonctionnalité, quand elle sera dans les mains de ces utilisateurs-là. Et dernier, si on mesure tout ça, c'est aussi pour permettre de se réadapter. Parce qu'on est dans un environnement incertain, on ne le maîtrise pas. Et qu'en fait, notre but, ce n'est pas de délivrer le produit, c'est de faire en sorte qu'il soit utilisé et qu'il change le quotidien des gens. Le pire, c'est de faire un produit qui fait la terre entière, l'usine à gaz, il sort, personne ne l'utilise. Mais personne ne l'utilise parce que dans la conception de le mettre en pratique dans la main des utilisateurs, on a oublié quelque chose de fondamental. Et ce truc fondamental, ça nous fait peut-être revenir en arrière et de refaire tout notre produit de A à Z parce qu'on ne l'avait pas prévu. Et donc, on va devoir passer là-dessus.
Maintenant que ça soit un peu philosophique, on va essayer de passer au concret. Et j'ai envie de vous projeter dans des situations où ça pourrait arriver. Alors, je vais vous mettre en contexte. Je vous présente une boîte qui s'appelle Chronotruck. Chronotruck, qu'est-ce que c'est? C'est une start-up qui a levé 3,5 millions d'euros. C'était il y a quelques années. Je suis arrivé chez eux en 2019 pour le coup. Ils avaient levé 3,5 millions d'euros en 2017. Ils avaient été rachetés par un grand groupe qui s'appelle Jeffco. Et c'était une marketplace de fret routier. Globalement, le monde du transport. Il y a des gens dans la logistique ou pas qui travaillent dans la logistique? Non? Logistique? Ok, quelques personnes. C'est une plateforme qui met en relation les expéditeurs et les transporteurs. Imaginez que ça soit un bon coin, le bon coin, qui permet, moi j'ai besoin d'envoyer cette marchandise à un endroit. Et je souhaite que des gens vont venir sur la plateforme et proposer, tiens, moi je te mène cette marchandise à ce point-là pour X euros. Donc ça met en relation expéditeur, transporteur. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Ils ont une roadmap ambitieuse. Roadmap, créer une offre de messagerie, un truc qui dure 6 mois, un truc qui dure 4 mois, un truc qui dure 5 mois, un truc qui dure 3 mois. On est dans des estimations. Donc si on est dans des estimations, on multiplie ça par 2, 3, voilà. Donc on arrive à peu près, on arrive à 18 mois. Donc on arrive à 36 mois pour faire tout ça. Et pourtant, eux, ils disent, c'est une start-up. Une start-up, ça a besoin d'aller très vite. Et ils se disent, on doit réaliser tout ça. OK, on va essayer de faire quelque chose. On fait un petit tour de, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle un impact mapping. Globalement, on prend du recul et on liste toutes les opportunités qui sont en cours avec toutes ces fonctionnalités-là. On identifie avec les gens, avec les personnes en place, quelles sont les fonctionnalités qui ont le plus d'impact. Tout à l'heure, quelqu'un a dit, on le fait au pif, les estimations. Arrêtez d'essayer d'estimer le retour sur investissement dans votre monde. Le meilleur moyen de savoir si quelqu'un utilise votre fonctionnalité, c'est de savoir s'il est tout seul devant son écran et qu'il l'utilise, tout simplement. Vous pouvez faire tous les tests au monde, vous allez juste vous permettre de vous rassurer un petit peu plus que ça. Je vous dis ça parce que là, à ce moment-là, la meilleure de prioriser, c'est écoutez, mettez là où vous pensez qu'il y a le plus d'opportunités et dites-nous sur quel chantier vous avez envie de travailler. OK. On avance là-dessus. Et il y a un sujet qui remonte très fortement, ça s'appelle une offre de messagerie. Qu'est-ce que c'est une offre de messagerie? Là, vous avez l'espace client où la personne va déposer une demande d'expédition. Aujourd'hui, la personne dépose une offre. Et après, des transporteurs vont essayer de la récupérer. Cette offre de messagerie, c'est quelque chose qui permet de tout simplement avoir une nouvelle offre sur la page et qui permet que l'offre soit prise directement par un transporteur, mais que cette offre, tout simplement, elle passe par différents points avant d'y arriver. Au lieu que ça soit en un jour le transport, ça se fait en 3 jours. Les coûts sont diminués. Par contre, ça assure pas mal de choses. Et ça représenté par cette page-là. Il faut rajouter une offre sur cette page. Et cette page, ça représente 50 codes derrière. 50 codes derrière, ça met 6 mois à changer la manière de faire le pricing, de passer l'offre, de refactoriser tout ça. Enfin, il y a plein de choses à faire. Donc, beaucoup de complexité. Appliquons ce qu'on a dit. On va essayer de revenir sur le mode. On va se mettre dans un mode de recherche. C'est notre première opportunité, l'offre de messagerie. Et on va se mettre à une temporalité de 2 semaines. On va se mettre dans un mode de 2 semaines pour essayer d'apprendre au maximum qu'est-ce que c'est que cette fonctionnalité et qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc on commence. On fait ce qu'on appelle, si vous voulez, les outils, on en parlera, mais ça c'est un Linux Canvas. On passe du temps avec le métier, on essaye de comprendre pourquoi c'est si important que ça. On définit des objectifs. Ça garantit une prise en charge directe par l'expéditeur, ça automatise une partie du chiffre d'affaires, et automatiser une partie du chiffre d'affaires, ça veut dire qu'on retire des gens qui appellent toute la journée au téléphone parce que l'offre n'est pas prise. Tiens, je te rappelle, j'ai cette offre-là, etc. Donc ça automatise la prise de tout ça. Ça récompense des partenaires fidèles. Par contre, il y a plein d'hypothèses. Est-ce que le client il est prêt à faire ça? On se définit un KPI de succès. Si 20% des gens
qui ont une expédition compatible sont intéressés par l'offre, c'est un succès pour nous. C'est OK? On commence à passer par là, on est toujours dans les 2 semaines, on va commencer à dessiner ensemble. Et quand je dis dessiner ensemble, ça veut dire qu'on va dessiner avec les personnes qui font. On va prendre des développeurs, on va prendre des gens du métier, on va prendre des gens qui sont au contact des clients, parce que les clients ne seront pas disponibles à ce moment-là, pas toujours. Et on va commencer à dessiner ensemble et définir le parcours, à quoi ça pourrait ressembler cette offre de messagerie. Et on va commencer à prioriser ensemble. Et on va définir quelque chose qu'on va faire passer en moins de 2 semaines en production. Je vous rappelle, on a un énorme refacto à faire pour passer ce truc-là. 2 semaines. C'est estimé à 6 mois. On arrive et tadam! OK. On a juste un encart. Vous allez me dire, c'est ça? Un encart? OK. Tu rajoutes un encart sur le site, offre de messagerie. OK. La petite différence, c'est que, en fait, déjà, rien que d'identifier les offres qui étaient compatibles, c'était une complexité. Ensuite, il fallait afficher cet encart-là. Même afficher un prix était une complexité. Tout était complexe. On le fait en 2 semaines. On le fait en 2 semaines pour spécifier et le mettre en production. Donc on doit réduire les coûts au maximum pour faire tout ça. Quand les clients cliquent dessus, il y a une petite modale qui s'affiche et qui marque « Profitez de l'offre de messagerie » avec un numéro de téléphone que la personne peut appeler et on peut passer là-dessus. Mais pourquoi ça marche ça? Parce que normalement, du coup, ce qui se passe, c'est qu'on appelle, on tombe sur quelqu'un, un opérationnel, qui va prendre la commande et qui va la passer en manuel de son côté. Pourquoi ça marche? Pourquoi la personne s'est sentie à l'aise? Parce que normalement, quand on va voir quelqu'un, on lui dit « Voilà, on a fait cette fonctionnalité et toi, tu dois faire ça et reprendre ces appels-là. » La première chose que vous allez avoir, c'est un refus de la personne que vous avez en face, qui va dire « Mais non, c'est pas mon boulot, fallait pas faire ça, on n'est pas prêt. » Seulement, on avait inclus cette personne dans les ateliers avec les développeurs et on avait priorisé tous ensemble que c'était ça le minimum et la personne s'est engagée à dire « Ok, moi je prends cette charge-là » et l'avait même défini avec. On fait cette première page, on la met en production et on va apprendre pendant ce temps-là. On va laisser tourner parce que pendant ce temps-là qu'on va essayer de délivrer la première, nous on va essayer d'apprendre sur la deuxième. Et on va délivrer pendant qu'on est en train de faire tourner. Et on va aller sur une autre opportunité. Du coup, on a 3 opportunités qui tournent en parallèle. Qu'est-ce qui se passe? On apprend et toutes les semaines, on se rejoint et on se dit « Ok, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette opportunité, on la stoppe, on la continue ou on attend? On la laisse tourner ?» Donc à ce moment-là, on apprend l'offre de messagerie. Là, comme on l'a fait, on a mis 2 semaines. On a un retour, ça fait 15% des gens qui cliquent dessus. 15%. Mince, on a dit 20%. OK, bon, on itère un peu plus. On fait une deuxième itération, on rajoute un prix. Je vous rappelle, c'était une complexité, cette partie-là. On rajoute ce prix-là. Et là, on fait quelques améliorations. Il y a plusieurs petites itérations comme ça. Mais on arrive à 35% des gens qui cliquent dessus. OK, cool. On arrive à faire du chiffre d'affaires, l'automatiser. On passe le tout. Et ça marche. Et au fur et à mesure des itérations, en fait, on va pouvoir déployer. Parce que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La personne qui nous avait dit « Oui, c'est OK, je prends les appels en mode manuel », en moment, elle en a marre. Hein. Allez, au bout du rouleau, tout le monde l'appelle tous les jours pour dire « OK, je veux passer comme ça ». Les clients, ils en ont marre d'appeler. Tout le monde en a marre. Par contre, tout le monde l'apprend et continue à faire ça. Donc OK, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On va parler avec les clients. OK, c'est quoi ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les fonctionnalités? Donc tout le monde nous dit « Automatisez cette fonctionnalité, s'il vous plaît, on en a marre ». Par contre, ça nous permet de savoir qu'est-ce qu'on va déprioriser ou pas. Et au fur et à mesure, on arrive à passer la slide, à quelque chose qui est automatique. Cette fonctionnalité-là, on l'a sortie en 3 semaines de développement. C'est bête, mais là, à ce moment-là, c'était automatique. Mais qu'est-ce qu'on avait fait? En parlant avec tout le monde, on avait retiré la moitié du scope. On avait retiré plein de cas à la marge qu'on ne voulait pas traiter dans un premier temps et que personne ne nous a remonté. Alors que nous, on les imaginait dans les 6 mois. Donc on a retiré tout ça. En 3 semaines, on a réussi à sortir cette page-là.
Et après, on était dans une démarche d'amélioration continue qu'on a pu faire. On a rajouté au fur et à mesure. Mais pendant ce temps-là, on continue nos différentes choses en parallèle. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'en fait, on permet de savoir sur les opportunités sur lesquelles on doit continuer. Ça nous permet d'arrêter les opportunités qu'on a en cours et de se dire stop, stop là. On n'a pas de preuve que ça marche. Et au pire, à retirer la fonctionnalité, ça ne prend pas longtemps. Et c'est OK, puisqu'on n'a pas passé longtemps. OK. Avant de passer à la suite, ça c'est un cas d'usage en tout cas. On a une roadmap ambitieuse. Déjà, j'ai 3 autres cas, mais je ne vais pas les faire les 3, parce que ça peut être assez long. Je vais peut-être vous demander de votre côté lequel cas vous préférez. Allez, les 3 cas que j'ai, c'est la refonte d'un parcours. J'ai la refonte technique complète. Non, attendez. J'ai la refonte d'un parcours avec une refonte technique. Et le deuxième que j'ai, c'est le lancement d'un produit. Alors, je vais vous demander juste de lever la main pour savoir lequel vous préférez. Donc, d'un côté, la refonte d'un parcours avec une refonte technique, et de l'autre, le lancement d'une nouvelle application. Donc, pour la refonte d'un parcours, qui est intéressé? OK. Et le lancement d'une application? Ah, vous me fendez le cœur, vous êtes à moitié-moitié. Hein, c'est horrible. Ouais. Allez, lequel on va choisir? Tac. J'ai envie de vous parler de lancement d'une nouvelle application. Hop. Lancement d'une nouvelle plateforme. Alors, je vous présente AeroWork. Pour vous mettre un peu dans le contexte, le Covid a fortement impacté le secteur aéroportuaire sur le recrutement. Là où avant, la plupart des gens travaillaient à l'aéroport, il y a le Covid qui est passé par là, les avions se sont arrêtés. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont tournés vers la logistique, parce qu'il y avait du taf à ce moment-là, et ils se sont rendus compte que les conditions dans la logistique étaient 10 fois préférables que dans l'aéroport, où c'est pas top. Donc, ils ont besoin de trouver un nouveau vivier de candidats. Et il y a une opportunité qui est intéressante, c'est les missions locales. Les missions locales, c'est plein de jeunes qui sont dans les zones aéroportuaires et qui ont envie de se lancer, qui pourraient travailler à l'aéroport. Seulement aujourd'hui, ils n'arrivent pas à convertir, à donner envie à ces jeunes de passer à l'action. Ça inclut pas mal d'interlocuteurs. On a du coup des candidats, on a des recruteurs, des formateurs, des missions locales. Les personnes qui viennent nous voir à ce moment-là nous disent « on veut faire un job board ». Si vous vous souvenez tout à l'heure de mon schéma sur la complexité d'interaction, on est à un niveau assez élevé. Ça veut dire que globalement, faire un job board, ça veut dire aller dans plein de détails dans tous les sens pour créer un job board de zéro, créer l'expérience candidat, créer les actions à peu près de CRM pour tous les recruteurs, les actions de relance, tout ça. Et du coup, on commence à essayer de se renseigner sur qu'est-ce qu'ils veulent. On commence tout simplement par passer une journée à l'aéroport de Paris et on va commencer à essayer de comprendre le métier, qu'est-ce qui se passe, et on va interviewer l'après-midi pas mal de jeunes en mission locale, de recruteurs, de candidats et tout ce qui va avec. Qu'est-ce qu'on apprend en faisant ça? On apprend que les jeunes en mission locale, aujourd'hui, ils tombent devant des offres d'emploi de l'aéroport et ils sont complètement perdus. Ils sont vraiment perdus. Parce que dès qu'il y a marqué un mot comme anglais, ils sont en panique complète. Dès qu'il y a des prérequis sur avoir un permis ou des niveaux de diplôme, ça foire un petit peu. Et donc, ils ne postulent pas. Qu'est-ce qui se passe? On apprend en parlant avec eux que globalement, on a besoin de parler leur langage à eux et pas le langage des autres. Voilà. Donc, on fait ce qu'on appelle un design sprint. Est-ce que quelqu'un a déjà fait un design sprint? Je sais pas, levez la main si vous avez déjà fait un design sprint. OK. Donc pour ceux qui n'ont jamais fait, c'est tester en une semaine, sans faire de développement, le potentiel d'une solution. Donc on fait un design sprint, et dans ce design sprint, on va mettre en place un questionnaire Combini. Parce qu'en fait, ces jeunes-là sont perdus, ils voient plein de métiers, ils ne savent pas comment le faire. Donc on teste une maquette avec un Typeform, si vous connaissez, un outil no-code,
Et on lance, toi, tu es plutôt quoi? Tu es plutôt travail solitaire, travail collectif. Au sport, tu es plutôt capitaine, défenseur, attaquant. Tu organises une soirée, tu es plutôt quoi comme style de soirée? Quand tu fais à manger, tu suis la recette ou tu improvises. Et en fait, on crée un matching qui va permettre d'orienter sur potentiellement des métiers qui vont avec. On teste ça et on le lance. OK. Globalement, ça prend et on décide d'aller dans ce moment-là. On décide d'aller là-dessus. On teste aussi autre chose parce qu'en fait, il faut faire tout un job board pour récupérer les candidatures et on n'a pas le temps de faire ça. Et donc, on travaille avec les recruteurs pour savoir comment eux peuvent faire pour obtenir les infos. Donc, pour faire assez simple, hop, hop. Là, c'est la partie matching. On affiche les offres d'emploi et on prend beaucoup plus de temps à travailler sur cette expérience côté candidat plutôt qu'à travailler côté recruteur. Les recruteurs, on décide de faire dans ce sens-là. T'envoies tout dans un Tally. Je ne sais pas si quelqu'un connaît les différents outils no-code. La no-code, vous êtes à l'aise avec ou pas? Levez la main si vous êtes à l'aise avec le no-code. OK. Donc en fait, on utilise Strapi. Strapi, c'est-à-dire que ça envoie dans un côté sur les recruteurs. Tous les matins, les recruteurs reçoivent un email tout simple avec les candidatures de la veille. Ils ont un espace pour pouvoir aller regarder les candidatures. Et on fait que cette partie-là, on lance l'application. Et bien, qu'est-ce que ça fait, ça? En fait, nous, on se lance, on l'a fait très rapidement. On commence à faire les premières phases d'investigation en juin 2022. On commence à travailler, on lance la plateforme en septembre 2022. Donc c'est assez rapide. Hein. On a vraiment commencé à travailler dessus en juillet, exactement. Juillet-août. Pendant ce temps-là, on a fait des tests. On a essayé d'itérer là-dessus, sur le matching. On s'est lancé en septembre 2022 officiellement. Fin 2022, il y avait déjà 819 candidats qui ont passé l'ensemble du questionnaire, 178 candidats qui ont une réponse positive, 93 ont été recrutés, 34 en formation et 51 dans un vivier, intégrés dans un vivier. Donc en fait, là où avant, ces candidats étaient rejetés par le système, là, on arrivait à capter et à les avoir dans cette manière de faire. Maintenant, il fallait le passer plus loin parce qu'on était sur des outils. Donc bien sûr, la suite était de fiabiliser les outils, optimiser la partie côté recruteur, améliorer les outils là-dessus. Mais pour l'instant, on a cherché à obtenir des problèmes de riches. Des problèmes de riches, ça veut dire que quand on construit son artichaut, on essaye d'éviter tous les problèmes dans le futur. Et ben non, il faut se créer des problèmes. Il faut se mettre en ordre de marche pour dire, si j'ai des problèmes de riches, que les gens n'utilisent pas comme il faut le truc, c'est que justement, il y a des gens qui l'utilisent. Et je préfère avoir des problèmes de riches que pas de personnes qui l'utilisent dans 6 mois. Et donc, on s'est mis dans ce cas-là. Ça va, ça parle? OK. Hop. Je vais essayer de résumer un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut apprendre à partir de ça? En fait, la première des choses, c'est avant tout que ne cherchez jamais à essayer de résoudre 50 problèmes à la fois. Quand vous lancez sur votre travail du quotidien, vous arrivez avec vos fonctionnalités, faites en sorte de comprendre le problème que vous allez résoudre. Et je vais être un peu cash, n'attendez absolument pas de votre direction qu'elle vous amène le problème sur la table. Parce que potentiellement, votre direction n'en sait rien du problème. Elle est arrivée avec la fonctionnalité, elle est convaincue de la fonctionnalité, c'est en rentrant en discussion avec elle ou avec les commerciaux ou les clients que vous allez obtenir le vrai problème qu'on souhaite résoudre. C'est à vous d'y aller. Si vous arrivez avec votre fonctionnalité, pareil, essayez pas de regarder tous les cas possibles. Prenez le problème principal et dites-vous, OK, voici le problème et comment je peux l'adresser le plus rapidement. Créez un parcours minimum qui va permettre de résoudre ce problème principal. Tous les autres problèmes, on les met de côté. Il y a une grande phrase qui dit « Vaut mieux échouer à résoudre un vrai problème plutôt que réussir à résoudre un faux problème ». Ce qui veut dire, vous pouvez avoir la sensation d'avoir réussi à sortir votre projet, mais en fait, c'est un échec à la fin. Alors qu'en fait, si le problème est présent, cherchez-le à le sortir le plus rapidement et échouez, parce qu'il faut transformer cet échec en réussite. D'ailleurs, le but n'est pas de créer des fonctionnalités. Vous êtes dans une démarche empirique. Démarche empirique égale, vous ne créez pas des fonctionnalités, mais vous allez valider
ou invalider des hypothèses. Vous êtes avec votre équipe, avec l'équipe du quotidien. Vous allez chercher à optimiser au maximum, de savoir qu'est-ce qu'il faut prioriser. Dites-vous, qu'est-ce qui ferait que dans 6 mois, on va sortir une bouteille de champagne, on serait content de cette application? Eh bien, dites-vous, il y a un indicateur de succès. Cet indicateur, vous le mettez en place et vous dites comment on va valider qu'on va atteindre ces indicateurs ou non. Et vous êtes dans une démarche empirique. Valider, invalider des hypothèses. Mettez les dogmes et les frameworks de côté. Arrêtez avec tous ces frameworks. Arrêtez avec les OKR. Arrêtez avec les shape-up. Arrêtez avec les safe. Bon, ici, c'est OK de dire arrêtez avec les safe. Arrêtez de vouloir faire de l'agilité avec un dogme à faire les choses. Le but, si vous voulez montrer ce que vous prenez, il y a plein de gens dans les organisations qui s'épuisent la journée à essayer de convaincre leur hiérarchie d'implémenter des méthodologies nouvelles. Arrêtez de faire ça. Si vous voulez montrer, faites-le par l'exemple. Vous montrez, vous faites mettez en place de votre côté, vous allez voir votre truc, ok, tu me laisses ce chantier-là, je le prends, faites votre déploiement comme vous voulez, créez avec votre équipe, déployez rapidement, montrez l'impact. Vous avez mis des indicateurs en place, montrez ces impacts. Clairement, si vous montrez des indicateurs, personne de succès après une fonctionnalité, personne ne vous en voudra. Et tout le monde vous écoutera. Surtout si vous arrivez à les relier au business. Tu vois, grâce à ça, à cette fonctionnalité-là, on s'est rendu compte que les gens allaient sur cette page et cliquaient plus sur ça. Grâce à ça, on arrivait à générer tant de chiffres d'affaires. Vous avez cette info? Allez-y. Allez à fond. C'est comme ça que vous allez être écouté dans votre organisation pour implémenter ces méthodes. Pas autrement. Frugalité, c'est le mot le plus important. La frugalité, c'est quoi? Donc j'ai parlé de l'artichaut tout à l'heure, l'énorme truc. La frugalité, c'est de faire le strict minimum. Et ce strict minimum, c'est de chercher à ne pas faire l'idéal dans 5-10 ans. Pour faire le parallèle, c'est comme si vous avez la morning routine du matin. Vous vous levez le matin, le matin, vous prenez 1 heure à faire votre routine. C'est super. Mais en fait, pensez à un matin, vous ouvrez les yeux, vous avez 5 minutes pour vous préparer. Et bien, mettez-vous dans cette dynamique d'équipe, 5 minutes pour me préparer, 5 minutes pour réaliser la fonctionnalité, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, vous allez voir les 15 minutes. Qu'est-ce qu'on fait en plus si ça fonctionne? OK, et bien tout le reste, vous le mettez à la poubelle pour l'instant. Ou dans un backlog pour plus tard. Et la dernière chose, c'est que ce taf-là, ce n'est pas un travail que vous faites tout seul. Vos meilleurs alliés, c'est les gens du quotidien, c'est les gens avec qui vous travaillez, ce sont les développeurs, ce sont les designers, ce sont les personnes qui font, ce sont le support client, ce sont les commerciaux, ce sont les gens qui sont proches du terrain. Plus vous mettez en relation les gens qui sont les utilisateurs et les gens qui sont proches du terrain et les personnes qui conçoivent la solution, plus vous êtes efficace. Réduisez les frontières, allez là-dessus. Travailler, tester ensemble. C'est un travail d'équipe, il faut y aller à fond. Et en fait, à ce moment-là, vous êtes une équipe qui teste, échoue et apprend ensemble. Et ça vaut tout l'or du monde. C'est à ce moment-là que vous avez une sorte de flow d'équipe et c'est là que ça fonctionne et que ça donne envie de travailler et on sent l'accomplissement là-dessus. À partir de là, vous êtes en mesure de tester plein de choses. Mais par contre, ça demande de travailler ensemble. Ne venez pas avec vos dogmes et frameworks, travaillez avec l'équipe, construisez votre méthode et votre propre méthode. Et je crois que c'est tout. Merci.